Bonjour, je suis Mister Dark Web et aujourd'hui nous allons plonger dans le monde obscur du Darknet où la frontière entre la loi et le chaos est presque invisible. Ici, dans l'obscurité d'Internet, chaque clic peut être fatal et l'information vaut plus que la vie. Nous allons plonger dans ce monde où les règles n'existent que pour être transgressées et où la justice a ses propres lois cruelles. Laissez votre naïveté à la porte, car ici, dans le dark web, il n'y a pas de place pour la faiblesse. C'est un monde où les secrets sont cachés derrière des codes à plusieurs niveaux et où chaque décision peut être la dernière. Je suis votre guide dans ce sombre labyrinthe et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui vous fera réfléchir à 2 fois avant de vous engager sur ce chemin dangereux. L'histoire d'aujourd'hui va sortir un peu de l'ordinaire. Il ne s'agit pas d'un pirate informatique expérimenté ou d'un criminel, mais d'un travailleur ordinaire qui, par curiosité, a jeté un coup d'œil sur le Darknet. Son désir de trouver une bonne affaire s'est transformé en cauchemar. C'est l'histoire d'un homme qui avait une vie simple, mais qui a tout perdu à cause d'un faux pas. Attachez vos ceintures, car cette histoire vous montrera comment un achat imprudent peut transformer votre vie en un cauchemar dont il est impossible de s'échapper. Êtes-vous prêts ? Alors commençons. Jusqu'à ce moment-là, ma vie avait été tout à fait ordinaire. Je travaillais chez Walmart, un emploi comme un autre, pas particulièrement intéressant, mais stable. Je me levais à 6h du matin, j'allais travailler, je mettais les produits en rayon, j'aidais les clients et je rentrais à la maison. Pas de poste prestigieux, pas de carrière dans l'informatique ou dans un autre secteur prestigieux. Je n'étais qu'un homme qui faisait son travail jour après jour pour gagner sa vie. C'était la même série de tâches qui se répétaient tous les jours. Des équipes du matin, des équipes du soir, tout était si routinier que j'avais l'impression de fonctionner en pilotage automatique. Ma journée de travail commençait généralement tôt, avant même le lever du soleil. On se réveille, on prend un petit déjeuner rapide, et on se rend au magasin, où des cartons de marchandises attendent déjà d'être mis en rayon avant l'arrivée des clients. Mon service se terminait généralement dans l'après-midi, et je me sentais toujours épuisé après le travail. Le magasin était toujours bruyant et bousculé, ce qui me vidait de mon énergie. Mais je savais que c'était mon travail et qu'il me permettait de vivre, même s'il couvrait à peine mes besoins de base. Pour être honnête, je n'avais pas de passe-temps ni de grands projets pour l'avenir. Après le travail, je rentrais généralement chez moi pour trouver un appartement vide qui m'attendait. Je vivais seul, il n'y avait donc personne à la maison pour me dire « bonjour » ou me raconter ma journée. C'était un peu déprimant, mais je m'y étais habitué. Je menais une vie tranquille et, parfois, pour échapper à la routine, je lisais des forums sur le Darknet. J'ai toujours été attiré par cette face cachée de l'Internet, où l'on peut trouver tout ce que l'on veut. Mais je n'imaginais pas ce que ma curiosité allait donner. Et puis, un soir, fatigué, je feuilletais les pages du Darknet après une dure journée. Je suis tombé sur une annonce qui n'a pas pu s'empêcher d'attirer mon attention. Un ordinateur portable haut de gamme. C'était un rêve. Un processeur dernier cri, beaucoup de mémoire vive, une carte vidéo puissante, parfait. Et le prix, disons que c'était une remise de 70%, seulement $650 pour un produit qui aurait coûté plusieurs fois plus cher en magasin. L'annonce était simple, sans détails inutiles, mais c'est ce qui a suscité mon intérêt. Ordinateur portable haut de gamme avec toutes les dernières fonctionnalités, 70% de réduction pour seulement $650. Imaginez, un processeur dernier cri, beaucoup de mémoire vive, une carte graphique puissante, un écran haute résolution. C'était un ordinateur portable très cool, dont je ne pouvais que rêver lorsque je travaillais chez Walmart pour le salaire minimum. Et puis, ce prix est tout simplement incroyable. J'ai même pensé qu'il s'agissait d'une arnaque, mais j'ai décidé de tenter ma chance. Dans la description, le vendeur précise que l'ordinateur portable est neuf, mais que la boîte à boîte a été ouverte en raison des particularités du transport. Vous savez, quand on voit un tel texte, on a toujours un petit doute, mais à ce moment-là, je me suis dit « Bon sang, l'occasion est trop belle pour être manquée ». Peut-être était-ce simplement quelqu'un qui avait un besoin urgent d'argent et qui avait décidé de vendre rapidement son ordinateur portable. Telles étaient les pensées qui me traversaient l'esprit lorsque j'ai décidé d'écrire au vendeur pour lui dire que j'allais l'acheter. Le vendeur m'a assuré que l'ordinateur portable était neuf, mais que
que la boîte avait été ouverte en raison des particularités du transport transfrontalier. Cet ordinateur portable était censé être destiné à sa femme, mais elle ne l'a pas apprécié, et il voulait maintenant s'en débarrasser. Le vendeur semblait fiable. Son profil sur le Darknet comportait plusieurs avis positifs, bien qu'il y en ait eu 3 ou 5, je ne me souviens plus exactement. Il m'a assuré que tout irait bien et qu'il enverrait l'ordinateur portable immédiatement après le paiement. Je n'ai pas l'habitude de faire confiance aux gens, surtout sur le Darknet, mais c'était exactement ce que je cherchais et je n'ai pas pu résister à la tentation. Je me doutais bien qu'il pouvait s'agir d'une arnaque et qu'après avoir envoyé la crypto-monnaie au vendeur, celui-ci disparaîtrait tout simplement. Mais il s'est avéré qu'un sort bien pire m'attendait. Il m'a fallu quelques minutes pour transférer la crypto-monnaie à l'adresse indiquée. J'étais un peu nerveux parce qu'il s'agissait d'un montant important pour moi, mais la réduction m'a semblé trop attrayante pour ne pas essayer. Après avoir confirmé la transaction, j'ai envoyé un message au vendeur pour l'informer du paiement. Il m'a répondu assez rapidement, ce qui m'a agréablement surpris. Il m'a informé que le colis serait expédié par FedEx et m'a fourni un numéro de suivi quelques instants plus tard. Les jours suivants, j'ai continué à vérifier l'état de l'envoi. Tout se passait bien, sans retard ni problème. Je me suis même dit que j'avais peut-être eu la chance de faire une bonne affaire. 3 jours plus tard, le colis était déjà dans la ville où j'habitais. Lorsque le coursier de FedEx a enfin sonné à ma porte, j'ai signé avec empressement et pris la boîte. Elle avait l'air tout à fait ordinaire, rien de suspect. Je ne pouvais même pas imaginer qu'il puisse y avoir quelque chose d'anormal à l'intérieur. Tout excité, j'ai ouvert le colis. Je me suis dit qu'au moins ce n'était pas une pierre. Mais non, à cet égard, tout s'est avéré être encore mieux que ce à quoi je m'attendais. L'ordinateur portable correspondait exactement à la description. Tout avait l'air neuf, comme s'il venait de sortir de l'usine. L'emballage était un peu endommagé, mais l'ordinateur portable lui-même était en parfait état. C'était un véritable cadeau du destin. Je l'ai même testé en l'allumant et en m'assurant que tout fonctionnait. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vraiment heureuse et fière de moi, car j'avais réussi à économiser beaucoup d'argent pour un tel achat. Mais, comme on dit, le fromage gratuit ne se trouve que dans une souricière. Quelques semaines plus tard, ma joie s'est transformée en cauchemar. Un matin, on a frappé fort à la porte. C'était la police. Mais pas seulement la police, c'était les forces spéciales avec des armes et toutes sortes de choses pour défoncer la porte de mon appartement. Ils sont entrés chez moi, m'ont jeté par terre, m'ont cassé les bras et m'ont menotté. Ils m'ont montré un mandat de perquisition. Ils ont rapidement commencé à inspecter mon appartement. Ils ont saisi mon ordinateur portable et m'ont emmené pour un interrogatoire. J'étais en état de choc et je ne comprenais pas ce qui se passait. L'interrogatoire est une chose que je n'oublierai jamais. Avez-vous déjà eu l'impression que le sol se dérobait sous vos pieds et que vous ne saviez pas comment sortir de cet abîme ? C'est exactement ce que j'ai ressenti lorsqu'on m'a amené au poste de police. La police, les forces spéciales, les hommes armés et masqués, tout cela ressemblait à un cauchemar et je ne pouvais pas me réveiller. On m'a poussé dans une petite pièce sans fenêtre, au mur nu, avec une table et 2 chaises. J'avais l'impression d'être enfermé dans une cage. La porte derrière moi s'est refermée et j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. J'étais seul dans cette pièce et je sentais la sueur froide couler le long de mon dos. Le temps semblait s'être arrêté. Peut-être 10 minutes s'étaient-elles écoulées, mais cela me paraissait une éternité. Enfin, la porte s'est ouverte et 2 inspecteurs sont entrés dans la pièce. Ils ont pris leur temps, me regardant comme si j'étais une proie prise au piège. L'un d'eux était grand, avec un visage sévère, l'autre était plus petit et avait un peu d'embonpoint. Tous 2 me regardent, comme si j'étais coupable de quelque chose de très grave. Ils se sont assis en face de moi, ont échangé un regard et ont commencé leur interrogatoire. « Vous savez pourquoi vous êtes ici ?» me demande le plus grand, en fronçant les sourcils. Sa voix est froide, sans émotion. J'ai tenté d'expliquer que je venais d'acheter un ordinateur portable sur le Darknet, mais il ne m'a même pas laissé finir. « Nous savons ce que tu faisais. Arrête de mentir. Tu crois qu'on ne sait pas qui tu es et ce que tu fais ?» Il a haussé le ton, comme s'il voulait me briser mentalement. Je sentis tout ce qui était en moi se contracter sous l'effet de la peur. J'ai essayé de me contrôler et de leur expliquer la situation, mais plus je parlais, plus ils étaient convaincus que j'étais coupable.
Le deuxième inspecteur, le plus petit, a souri et s'est penché en avant, rapprochant son visage du mien. « Vous voulez me dire que vous venez d'acheter cet ordinateur portable et que vous ne saviez rien de ce qu'il contenait ?» Sa voix était moqueuse, comme s'il ne croyait pas un mot de ce que je disais. J'ai essayé de garder mon sang-froid et de ne pas céder à leurs provocations. Oui, je l'ai acheté 3 fois moins cher que la valeur du marché. Je n'avais aucune idée qu'il avait été utilisé pour des activités illégales, ai-je dit. Mais ils n'ont pas écouté. Ils ont commencé à me donner des détails qui m'ont fait peur. Ils en savaient bien plus que je n'aurais pu l'imaginer. Ils savaient que cet ordinateur portable avait été utilisé pour la cybercriminalité à grande échelle. Il avait servi à voler de grosses sommes d'argent sur des comptes bancaires, à commettre des fraudes à la carte de crédit et à pirater des systèmes d'entreprise. Les chiffres mentionnés étaient effrayants, des millions de dollars, des centaines de victimes. « Et vous me dites que vous n'avez rien à voir avec ça ?» demande froidement le grand inspecteur en me regardant sous son front. Mes tentatives pour expliquer que je ne pouvais tout simplement pas être au courant paraissaient pathétiques face à leurs accusations. Ils me pressaient de toutes parts, me forçant à avouer quelque chose que je n'avais pas fait. De temps en temps, ils changèrent de tactique. L'un me menaçait, l'autre jouait les gentils, essayant de m'amadouer, mais toutes leurs paroles visaient à me faire craquer. Lorsque je répétais que j'étais innocente, ils commençaient à agir plus durement. Le plus grand s'est levé et a soudainement frappé la table de son poing, me faisant sursauter. Il s'est mis à hurler que j'étais déjà dans cette merde jusqu'au cou et que je ferais mieux de tout leur dire maintenant, sinon ils me rendraient la vie encore plus dure. « Tu crois qu'on est là pour rien ? On va te mettre en prison si tu ne parles pas. » Sa voix était si forte qu'on pouvait l'entendre résonner dans la petite pièce. Je sentais mon corps trembler de nervosité et de peur. Je ne savais pas quoi dire d'autre. Comment prouver que je n'étais qu'une victime de la tromperie ? De toute façon, toutes mes paroles se heurtaient à un mur de méfiance. Ils me considéraient comme un criminel et rien ne semblait pouvoir les convaincre du contraire. L'interrogatoire a duré plusieurs heures. J'avais l'impression de perdre le sens des réalités. Ils ne me laissaient pas de répit. Ils me posaient sans cesse la même question, essayant de me déstabiliser. Ils ont utilisé différentes méthodes. Pression, manipulation, moquerie. Parfois, ils m'ont même laissé seul dans une pièce pendant longtemps, me faisant douter de moi-même. Lorsqu'ils m'ont finalement laissé sortir de la pièce, je me sentais brisé et épuisé. J'avais l'impression que des jours s'étaient écoulés, alors qu'il ne s'agissait que de quelques heures. Je savais que j'étais déjà coupable pour eux, quoi que je dise ou fasse. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que j'ai ressenti lorsque j'ai commencé à découvrir ce qu'ils faisaient avec l'ordinateur portable que j'avais acheté. C'était quelque chose à la limite de la réalité et de l'horreur, comme si je m'étais réveillé dans un cauchemar dont je ne pouvais pas sortir. Au début, je ne me rendais même pas compte de la gravité des accusations, mais plus j'en apprenais, plus la peur m'étreignait. Bien sûr, la police n'a pas immédiatement dévoilé toutes les cartes. Ils ont fait des allusions, des menaces, et m'ont rendu nerveuse jusqu'à ce que je craque et que je leur demande de m'expliquer ce qui se passait exactement. Ils me regardaient comme si j'étais coupable, et chacun de leurs regards me transperçait jusqu'à l'os. Finalement, après des heures d'interrogatoire, ils ont commencé à me donner des détails, et ce que j'ai entendu m'a donné l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Plusieurs cybercrimes graves ont été commis à partir de cet ordinateur portable. L'un des plus importants est le piratage de systèmes bancaires. Imaginez, une énorme somme d'argent, des millions de dollars, a été volée sur les comptes de personnes et d'entreprises. À l'aide d'attaques de phishing et d'exploits sophistiqués, les criminels ont accédé à des comptes bancaires et transféré de l'argent vers des portefeuilles de crypto-monnaies anonymes. La police a affirmé que cet ordinateur portable était le principal outil utilisé pour mener à bien ces attaques. Ils ont trouvé des preuves indiquant des transactions spécifiques qui ont transité par cet appareil. Mais ce n'est pas tout. La personne qui a utilisé cet ordinateur portable avant moi était également impliquée dans d'autres types de fraudes. Elle se connectait à des comptes personnels sur différents services et retirait des fonds de cartes de crédit. Il ne s'agissait pas d'un simple larcin, mais d'un crime systématique impliquant des centaines de victimes dans le monde entier. Ils utilisaient les données volées pour demander des prêts sous de fausses identités et disparaissaient ensuite, laissant leurs victimes avec des dettes qu'elles ne soupçonnaient même pas. En outre,
L'ordinateur portable a été utilisé pour lancer des attaques DDoS contre de grandes entreprises. Ces attaques ont forcé les sites web des entreprises à s'arrêter, paralysant leur travail pendant une longue période. Cela a entraîné d'énormes pertes financières pour les entreprises et a affecté leur réputation. La police a déclaré avoir trouvé des traces de ces attaques qui ont conduit à l'adresse IP enregistrée sur mon ordinateur portable, et le pire, c'est que cet ordinateur portable a été utilisé pour s'attaquer aux informations personnelles des gens. Usurpation d'identité, piratage de courriel, piratage de médias sociaux, tout cela s'est fait par l'intermédiaire de cet appareil. Les victimes ne se rendaient même pas compte que leurs informations personnelles avaient déjà été vendues sur le darknet ou utilisées pour des crimes encore plus dangereux. La police m'a dit que cet ordinateur portable était une véritable arme entre les mains des criminels. Il était configuré pour laisser le moins de traces possible, et toutes les opérations étaient cryptées et bien dissimulées. Ils m'ont montré les fichiers journaux et le journal des actions où toutes ces attaques étaient enregistrées. J'ai regardé ces données et je n'arrivais pas à croire que tout cela se produisait à partir d'un appareil qui m'appartient maintenant. On m'a accusé de faire partie de ce groupe criminel organisé. Ils étaient convaincus que j'étais à l'origine de toutes ces attaques et que j'utilisais simplement la légende de l'achat d'un ordinateur portable pour dissimuler mes actes. Le fait que je dise que je venais d'acheter un ordinateur portable n'avait aucune importance face à toutes les preuves qu'ils avaient rassemblées. Avez-vous déjà ressenti que votre vie s'effondrait en quelques minutes ? C'est exactement ce qui s'est passé. J'étais assise dans cette pièce, écoutant leurs accusations, et je ne comprenais pas comment j'avais pu vivre ce cauchemar. Ils avaient déjà rendu leur verdict, et je n'étais qu'un criminel de plus à punir. La police a sa propre logique. Même si vous avez acheté quelque chose de suspect, vous êtes déjà coupable jusqu'à preuve du contraire. Mais il est presque impossible de prouver son innocence lorsqu'on a fait un achat sur le darknet. Il n'y a pas de papier, de traces ou de garantie. De plus, le vendeur a effacé toute la correspondance, ne laissant aucune trace. La seule chose qui me restait était une transaction en crypto-monnaie d'une valeur équivalente à 650 $. Mais cette information n'a fait que mener l'enquête dans une impasse, sans pour autant me laver de tout soupçon. L'accusation était très grave. J'étais accusé de fraude à une échelle particulièrement importante, ce qui prévoyait une peine de prison pouvant aller jusqu'à 15 ans. Mon état psychologique a commencé à se détériorer rapidement. Je ne pouvais pas croire que ma vie pouvait être gâchée à cause de cet achat. À un moment donné, j'étais prêt à avouer ce que je n'avais pas fait pour mettre fin à ce cauchemar. Le moment où j'ai franchi pour la première fois le seuil de la salle d'audience est l'un de ceux qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. L'atmosphère était tendue, les murs semblaient se presser contre moi de tous les côtés. Je savais que ce serait une bataille, mais je n'imaginais pas à quel point elle serait injuste. Tout portait à croire que ce procès n'était qu'une formalité et que le verdict avait été rendu depuis longtemps à huis clos. Mon avocat a été désigné par l'État. C'est le genre d'avocat que l'on prend quand on n'a pas d'argent pour un avocat privé. Même si je comprenais qu'il n'était pas là de son plein gré, j'espérais qu'il ferait de son mieux pour me défendre. Mais dès le début, il était clair qu'il n'avait aucune intention de m'aider. Ses yeux n'ont jamais rencontré les miens, il a rapidement feuilleté les documents et a ensuite semblé plus intéressé par ce qui se passait à l'extérieur de la fenêtre que par mon cas. Au moment du procès, le procureur a pris l'affaire au sérieux. Il était déterminé à faire de moi un exemple, à montrer comment l'État lutte efficacement contre les cybercriminels. Il avait entre les mains toutes les preuves recueillies au cours de l'enquête, les fichiers journaux qui confirmaient les attaques, les transactions en crypto-monnaie qu'il interprétait comme faisant partie de mon plan de blanchiment d'argent, et bien sûr, l'ordinateur portable lui-même qui portait toutes les traces des délits. Dès la première minute de l'audience, le procureur a commencé à me mettre la pression. Il s'est levé de son siège et, avec un sourire plus prédateur qu'amical, il a commencé à me poser des questions. Chaque mot qu'il prononçait était comme un fouet. Chaque question était insidieusement conçue pour me piéger. Il a déformé mes réponses, manipulé les faits et tout le temps essayé de prouver que j'étais de connivence avec ce groupe criminel. Lorsque j'ai tenté d'expliquer que je venais d'acheter l'ordinateur portable et que je n'avais aucune idée de son histoire, le procureur s'est contenté de sourire d'un air sarcastique. Il a retourné mes paroles contre moi, me faisant paraître encore plus coupable.
Edvigvogdom Edino, en train de dire que vous ne saviez pas ce que vous achetiez sur le Darknet, que vous n'avez pas vérifié l'origine de l'ordinateur portable, que tu as simplement décidé d'acheter un appareil comme un agneau innocent sur un réseau où la criminalité est omniprésente ? Sa voix était pleine de moquerie. Mon avocat était assis à côté de moi, mais il avait l'air d'être à 1000 lieues. Il n'est pas intervenu, n'a pas tenté de remettre en cause les propos du procureur ou de me défendre contre ses attaques. Tout ce qu'il a fait, c'est hocher la tête plusieurs fois, comme s'il était d'accord avec tout ce que disait le procureur. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais pas changer le cours des événements. J'avais le sentiment que le procureur et lui étaient de connivence, qu'ils essayaient simplement de réduire la durée de la procédure sans se soucier de la justice. Chaque jour du procès était une véritable torture. Le procureur a appelé des témoins, des experts en cybersécurité, qui ont confirmé que les crimes avaient été commis à partir du même ordinateur portable que celui qui m'appartenait. Ils utilisaient un jargon technique que je ne comprenais pas, mais que le juge écoutait avec le plus grand sérieux. Le procureur a parlé de systèmes sophistiqués, de blanchiment d'argent, de l'utilisation de réseaux anonymes et de serveurs proxy pour dissimuler les traces. Il a brossé un tableau dans lequel je n'étais pas un simple acheteur occasionnel, mais un cybercriminel expérimenté qui avait sciemment choisi cette voie. Mon avocat était resté un observateur silencieux. Il n'a pratiquement pas posé de questions, n'a pas essayé de contester les preuves ou de proposer d'autres versions des événements. Sa seule contribution à la défense a consisté à lire un discours préparé à l'avance, dans lequel il demandait au juge de tenir compte de mon passé irréprochable et du fait que j'avais toujours travaillé honnêtement. Pendant le contre-interrogatoire, le procureur s'est rapproché de moi. Ses yeux regardaient droit dans mon âme, et j'avais l'impression qu'il était prêt à me déchirer. Ah, vous êtes en train de dire que vous ne saviez pas que cet ordinateur portable était utilisé pour des crimes ? Mais comment peux-tu expliquer que c'est toi qui as entré tes coordonnées pour acheter sur le Darknet, alors que tout le monde sait que c'est un marché pour les criminels ? Ces mots étaient lourds. Ils me mettaient la pression. Je me sentais petit et sans défense. J'ai essayé d'expliquer que je n'avais pas l'intention de commettre un crime, que je voulais juste économiser de l'argent, mais chaque mot que je disais ne faisait que le convaincre davantage de ma culpabilité. Le procureur a continué à insister et j'ai senti mes forces m'abandonner. Mon avocat est resté silencieux et j'ai compris qu'il n'allait pas se battre pour moi. Le juge semblait avoir déjà pris sa décision. Il n'a montré aucune émotion. Il a simplement écouté froidement le procureur continuer à détruire ma réputation. Toutes ces preuves, tous ces témoignages censés prouver ma culpabilité n'étaient qu'une partie d'un grand jeu dont j'étais la victime. À la fin du procès, je me sentais complètement épuisé. J'avais été humilié. On m'avait fait me sentir coupable de quelque chose que je n'avais pas fait. J'ai réalisé que ce procès n'avait rien à voir avec la justice. C'était une pièce de théâtre où ma vie n'était qu'une scène parmi d'autres. L'avocat qui devait me défendre m'a trahi, me laissant seul avec le procureur qui était prêt à tout pour me condamner. Pourtant, les juges ont écouté les arguments de la défense car mon passé était irréprochable. Pas de rapport de police, pas d'amende. Je n'étais qu'un simple employé de Walmart. Mais même cela n'a servi à rien, car les preuves contre moi étaient extrêmement solides. L'audience a donc été reportée. Avec un tel avocat d'État et un procureur si intrusif qui voulait faire de moi un exemple pour les cybercriminels, il était clair que j'avais besoin d'un avocat de haut niveau pour me défendre. Mais ces services coûtaient très cher, bien plus que ce que je pouvais me permettre. J'ai dû dépenser toutes mes économies, qui n'étaient de toute façon pas très importantes. Mais même cela n'a pas suffi. Pour payer les avocats dont j'avais besoin, il me fallait beaucoup plus d'argent que je n'en avais. Le procès semblait voué à l'échec et j'ai failli perdre espoir. C'est alors que mes parents ont pris une décision qui m'a profondément surpris. Ils ont décidé de vendre la maison familiale pour engager un avocat de haut niveau. La maison a été vendue bien en dessous de sa valeur marchande parce que nous n'avions pas le temps de faire une offre. C'était une décision difficile qui a fait du mal à notre famille, mais il n'y avait pas d'autre solution. Lorsque j'ai rencontré mon nouvel avocat pour la première fois, il m'a fait une forte impression. Il s'appelait Alex Ryan et était connu dans les milieux juridiques comme un véritable bulldog dans la salle d'audience. Ce n'était pas seulement un professionnel dans son domaine, mais aussi une personne qui savait écouter attentivement et qui comprenait vraiment la situation dans laquelle je me trouvais.
Dès le premier jour, il a commencé à étudier tous les détails de mon affaire, sans en oublier un seul. Alex a insisté sur le fait que la première chose à faire était de trouver les faiblesses des arguments du procureur. Il a commencé par examiner attentivement toutes les preuves qui avaient été présentées au cours du procès précédent. Ce qu'il a trouvé m'a procuré un soulagement que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Tout d'abord, il a constaté que les fichiers journaux sur lesquels reposaient la plupart des accusations avaient été mal interprétés. Le procureur avait utilisé les informations contenues dans les fichiers journaux pour prouver que des actes de cybercriminalité avaient été commis à partir de mon ordinateur portable, mais Alex a fait remarquer que les fichiers journaux n'étaient pas suffisamment authentifiés. En fait, ils auraient pu être falsifiés ou manipulés, ce qui a créé une énorme lacune dans la base de preuves de l'accusation. Deuxièmement, il a souligné qu'il n'y avait pas de lien direct entre moi et les crimes commis. Vous n'avez aucune preuve que c'est moi qui ai commis ces actes. Tel était l'argument clé de notre défense. Alex a pu prouver que le simple fait d'avoir acheté un ordinateur portable ne me rendait pas automatiquement coupable de tous les crimes qui y étaient liés. Mais la véritable avancée s'est produite lorsqu'Alex a découvert un élément de preuve important que le procureur avait, d'une manière ou d'une autre, négligé. Il s'est avéré que quelques mois avant que je n'achète cet ordinateur portable, il avait été volé dans les bureaux d'une grande entreprise. Non seulement volé, mais volé par le biais d'un système frauduleux. Cela signifie que l'ordinateur portable avait sa propre histoire qu'ils ont essayé de cacher pour me faire porter le chapeau. Lors du procès, Alex s'est révélé être un véritable maître. Il a commencé par remettre en question toutes les principales preuves du procureur. Ses questions étaient claires et nettes, et il n'a laissé aux témoins et au procureur aucune possibilité de se dérober. Lorsqu'il s'est adressé au juge, son discours était mesuré mais plein de détermination. Plus important encore, il a réussi à attirer l'attention du juge sur le fait que j'étais une victime des circonstances. Il a prouvé que j'avais acheté l'ordinateur portable sur un site légal du Darknet à l'époque, sans connaître son passé. Alex a attiré l'attention sur le fait que même si l'ordinateur portable avait été utilisé pour des crimes, cela ne me rendait pas coupable de ces crimes. Alex a également détruit l'image que le procureur essayait de créer autour de moi. Au lieu d'être froid et distant, il a fait de moi une personne avec une histoire. Il a raconté comment je travaillais chez Walmart, comment j'essayais de mener une vie honnête et de joindre les deux bouts. Il a montré aux juges et au jury que je n'étais pas un criminel, mais une personne qui s'était retrouvée dans une situation difficile en raison de sa naïveté. Dans sa plaidoirie, Alex a présenté un dossier solide. Mon client a été piégé, il avait été utilisé comme un pion dans un jeu qu'il ne comprend même pas. Ce n'est pas un pirate informatique, ce n'est pas un criminel, c'est juste une personne qui voulait acheter un ordinateur portable bon marché. Et maintenant, il paie un prix trop élevé pour cela. Ces paroles ont suscité l'émotion de toutes les personnes présentes dans la salle, et je pouvais voir le juge écouter attentivement chaque mot. Après cela, le juge a annoncé une pause pour une réunion avec le jury. Je ne me souviens pas du temps qui s'est écoulé, mais il m'a semblé une éternité. J'étais assis là, pensant que mon destin était désormais entre les mains de ces quelques personnes qui pouvaient soit me libérer, soit me garder prisonnier des circonstances dans lesquelles je me trouvais. Lorsque le jury est revenu et que le juge a annoncé le verdict de non-culpabilité, j'ai eu l'impression d'être foudroyé. Je n'en croyais pas mes oreilles. Alex avait réussi l'impossible. Il m'avait évité des années d'emprisonnement, une vie et une réputation ruinées. Ce n'était pas seulement une libération, c'était un véritable triomphe de la justice. Après mon acquittement, les enquêteurs m'ont convoqué à nouveau pour m'interroger. Ils ont exigé d'en savoir plus sur le colis qui avait déclenché toute l'affaire. J'ai expliqué que j'avais commandé l'ordinateur portable sur le Darknet, transféré la crypto-monnaie, puis reçu le colis par FedEx. Ils ont enregistré mon témoignage, mais j'ai pu constater que leur méfiance à mon égard demeurait, malgré l'acquittement. Après le procès, j'ai eu l'impression qu'on m'avait enlevé un poids énorme des épaules, mais en même temps j'ai réalisé que cette expérience m'avait changé pour toujours. Je ne serai plus jamais ce gars naïf qui était prêt à croire tout ce qui semblait trop beau pour être vrai. Alex m'a appris à me battre, et je lui en suis reconnaissant. Ce n'était pas seulement un moment de victoire, c'était une libération de l'horreur dans laquelle j'étais tombé à cause de ma naïveté. Mais le prix à payer pour cette victoire était trop élevé, la joie n'a donc pas duré longtemps,
Je me suis senti dévasté et brisé. Ma réputation dans le magasin était détruite. Mes collègues ont commencé à me regarder avec méfiance et la direction a laissé entendre que je ne devais plus venir travailler. Mes parents ont dû sacrifier leur maison pour ma liberté et nos relations avec eux se sont détériorées après cette situation et je me suis retrouvé dans une profonde dépression qui a duré 1 an. Immédiatement après le procès, je suis rentré chez moi, mais il n'y avait plus de maison. Notre maison familiale, où j'ai grandi, a été vendue. Elle a été vendue pour une bouchée de pain afin de me sauver, et cette décision prise par mes parents a laissé une profonde cicatrice dans notre relation. J'ai eu le sentiment qu'à cause de ma naïveté et de ma négligence, ils avaient perdu tout ce qu'ils avaient construit au fil des ans. Et bien que je leur sois reconnaissante pour ce qu'ils ont fait, cela n'a rien changé au fait qu'ils ont perdu une partie de leur vie à cause de moi. Lorsque je les ai vus pour la première fois après le procès, j'ai remarqué la tristesse dans leurs yeux. Ils n'étaient plus les personnes insouciantes qui m'avaient toujours soutenu. Ils avaient l'air fatigués et déçus. Ma mère essayait de le cacher, mais mon père était direct et ne retenait pas ses émotions. Il ne criait pas et ne m'accusait pas en face, mais son silence en disait plus long que n'importe quelle parole. Un soir, alors que nous étions assis autour de la table dans le petit appartement qu'ils avaient pu louer après avoir vendu la maison, mon père a fini par craquer. « Tu comprends que nous avons tout perdu à cause de toi ?» Il a dit d'une voix calme mais remplie d'un profond ressentiment. « Ta naïveté nous a coûté notre maison. Ta naïveté nous a fait perdre notre maison. Nous possédons cette maison depuis plus de 30 ans et maintenant nous n'avons plus rien. Et tout ça parce que tu as décidé de tenter ta chance et d'acheter quelque chose sur ce maudit Darknet. » J'ai essayé d'expliquer que je ne pouvais pas prévoir que les choses tourneraient assez mal, que je voulais seulement économiser de l'argent, mais ces arguments me paraissaient pathétiques. Je me suis rendu compte qu'aucun mot ne pourrait leur rendre leur foyer perdu, la paix et la stabilité qu'ils avaient auparavant. Ma mère était un peu plus compréhensive, mais je pouvais voir à quel point cette situation la brisait. Elle a essayé de me soutenir en me disant que tout irait bien, mais je savais que son cœur était brisé. Elle avait perdu la maison où se trouvaient tous nos souvenirs, l'endroit où elle m'avait élevé. La culpabilité de leur avoir fait tout perdre était insupportable. Après cet incident, nos relations se sont progressivement détériorées. Mon père est devenu encore plus distant et nous ne nous parlions presque plus. Son silence a été la punition la plus douloureuse pour moi. Il a commencé à m'éviter, il ne rentrait pas à la maison quand j'étais là. Sa déception à mon égard est devenue évidente, et ce n'est pas seulement à cause de la perte de la maison, mais aussi à cause de ma négligence qui a conduit à cette situation. Ma mère a continué à essayer de maintenir les vestiges de la relation familiale, mais je pouvais voir qu'elle commençait à se retirer. Elle ne me parlait plus comme avant et passait davantage de temps seule, plongée dans ses pensées. Chacune de nos conversations était empreinte de tension, et je savais que c'était à cause de moi. Chaque jour, lorsque je les voyais brisées, je sentais le poids de la culpabilité peser de plus en plus sur moi. Finalement, j'ai décidé de quitter cet appartement. Je savais que ma présence ne faisait qu'empirer les choses. Je ne pouvais plus regarder leur souffrance et savoir que j'en étais la cause. Aujourd'hui, je vis à nouveau seul, et bien que j'ai été acquitté par le tribunal, je me sens coupable vis-à-vis de mes parents. Nous communiquons rarement, notre relation reste brisée. Je me demande souvent si je pourrais un jour réparer ce que j'ai détruit, mais je ne vois aucun moyen d'y parvenir. Je sais maintenant que certaines décisions ont des conséquences irréversibles. Parfois, même une victoire au tribunal ne signifie pas une victoire dans la vie. Alors, si vous voyez une super remise sur quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps, réfléchissez-y à 2 fois, ou mieux encore, à 3 fois. Il peut s'agir non seulement d'un ordinateur portable ou d'un smartphone, mais aussi d'un piège qui vous entraînera dans un tourbillon de problèmes auxquels vous n'auriez même pas pu penser. Cette histoire est un avertissement éclatant sur la façon dont une décision irréfléchie peut changer votre vie à jamais. Bien que le protagoniste ait été acquitté au tribunal, sa victoire s'est avérée illusoire. Il a perdu bien plus qu'il n'a gagné, sa réputation a été détruite, ses relations avec ses parents ont été gravement endommagées et un sentiment de culpabilité et de vide l'a hanté. En poursuivant le profit, il a perdu le contrôle de sa vie et même l'acquittement au tribunal ne lui a pas rendu la tranquillité d'esprit.
La morale de cette histoire est simple et importante. Soyez prudents et vigilants, surtout lorsqu'il s'agit d'offres attrayantes sur Internet, en particulier dans ces coins sombres. Ce qui semble trop beau pour être vrai se révèle souvent être un piège dont les conséquences peuvent être dévastatrices. Parfois, le prix à payer pour la naïveté et la crédulité est trop élevé. Pour éviter de telles situations, vérifiez toujours soigneusement les sources et les informations. Ne succombez pas à la tentation des gains rapides et faciles, et rappelez-vous qu'il est plus sûr de payer plus pour un achat légal que de risquer tout pour une économie illusoire. Si cette histoire vous a plu, ou si vous y avez trouvé une leçon importante, n'oubliez pas de mettre un like et de partager vos pensées dans les commentaires. De plus, avez-vous déjà vécu une situation où une décision innocente a conduit à des conséquences inattendues? Discutons-en ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que l'histoire vous a fait réfléchir à l'importance de la prudence dans le monde d'aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires qui vous aideront à mieux naviguer dans des situations difficiles. À bientôt dans les prochaines vidéos.